Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, merci aux membres du jury de venir assister à la présentation de mes travaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux qui concernent la caractérisation de l'hétérogénéité spatiale de milieux naturels à partir d'imagerie optique très haute résolution spatiale avec un cas d'application au milieu de Garrigue. Alors je vais commencer par quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, la biodiversité décline à un rythme sans précédent. Le rapport de l'IPBES qui est sorti au début de ce mois pointe un taux d'extinction au moins 10 à 100 fois supérieur à celui observé au cours des 10 millions d'années précédentes. Et le rapport pointe également que l'érosion de cette biodiversité a pour origine des activités humaines, notamment des activités liées à l'agriculture et à l'urbanisation. Donc des activités qui entraînent d'une part une diminution des surfaces des habitats naturels, mais aussi une homogénéisation des paysages. Alors des paysages qui peuvent être de différents types, des paysages culturaux traditionnels ou des paysages forestiers hétérogènes, et par une intensification de l'exploitation de ces milieux, on observe une homogénéisation du paysage qui entraîne une diminution de la diversité des habitats et le fonctionnement des écosystèmes associés. Et donc si l'homogénéisation entraîne une érosion de la biodiversité, à l'inverse, l'hétérogénéité spatiale est une composante cruciale pour la biodiversité. Et de manière plus générale, l'hétérogénéité spatiale elle est fondamentale pour comprendre les interactions entre des patrons et des processus écologiques. Des patrons qui peuvent être abiotiques, par exemple le type de sol, ou qui peuvent être biotiques avec l'abondance ou la distribution des organismes, en interaction avec des processus abiotiques, par exemple le feu, les régimes des tempêtes, ou des processus biotiques comme la naissance, la mort ou le flux d'espèces. Donc en écologie, on cherche à comprendre l'interaction entre ces différents patrons et processus, et en écologie du paysage, on place l'hétérogénéité spatiale au cœur de ces interactions, à la fois comme une variable réponse de ces interactions, mais également une variable qui va influencer en retour sur ces processus. Et donc c'est pour ça que la caractérisation de l'hétérogénéité spatiale, elle est vraiment cruciale pour le suivi de la biodiversité. Et donc cette thèse s'inscrit dans une problématique générale qui est de comment caractériser l'hétérogénéité spatiale pour un suivi opérationnel de la biodiversité qui est aujourd'hui crucial et urgent. Donc dans une première partie, je vais tout d'abord présenter quelques éléments de contexte liés à la notion d'hétérogénéité spatiale, qu'est-ce que c'est, et ensuite décrire les milieux naturels méditerranéens et le lien qu'il y a avec l'hétérogénéité spatiale. Alors qu'est-ce que l'hétérogénéité spatiale? Eh bien c'est une propriété mesurable qui est relative à un paysage. Dans un paysage de Garrigue comme ceci, l'hétérogénéité elle est liée à différentes strates de végétation, et ce, à une échelle large. Mais on peut aussi bien parler d'hétérogénéité dans des milieux de prairies, où l'hétérogénéité, cette fois-ci, est liée à différentes espèces, à différents assemblages d'espèces, mais cette fois-ci à une échelle beaucoup plus fine. Donc l'hétérogénéité, elle dépend d'une échelle spatiale et d'une résolution thématique, c'est-à-dire quels éléments on cherche à caractériser dans le paysage. Alors quels aspects de l'hétérogénéité on peut observer? Eh bien tout d'abord, la composition. Par exemple, si on s'intéresse aux strates de végétation, le sol nu, l'herbe, les lignes bas et les lignes hauts, eh bien, on peut regarder l'hétérogénéité de composition, c'est-à-dire le nombre de classes, donc avec une faible hétérogénéité de composition, peu de classes, et une hétérogénéité qui augmente avec un nombre de classes croissant. On peut également regarder l'agencement spatial de ces strates dans l'espace, et cette fois-ci, avoir une information sur l'hétérogénéité de configuration. C'est-à-dire que même avec peu de strates, on peut avoir une hétérogénéité liée à une fragmentation importante. Et a fortiori, on peut avoir une hétérogénéité forte de configuration et de composition. Donc deux composantes à prendre en compte lorsqu'on cherche à caractériser l'hétérogénéité. Donc on l'a vu, l'hétérogénéité dépend de l'échelle, d'une résolution thématique, mais surtout d'une problématique écologique. C'est-à-dire que si notre objet d'étude, par exemple, est la distribution spatiale du nœud de loup dans les Alpes, eh bien, caractériser les couches géologiques à l'échelle de l'Europe n'est pas très pertinent pour étudier ce processus. Alors même qu'on peut mesurer avec précision cette hétérogénéité, c'est juste que cette hétérogénéité n'est pas pertinente. Donc il faut bien qu'il y ait un lien entre ce qu'on mesure et ce qu'on étudie. Donc, dans cette thèse, j'ai fait le choix de m'intéresser au milieu de Garrigue, et il faudra bien définir les notions d'échelle, de résolution thématique et les enjeux qui y sont associés. Donc les milieux de Garrigue. Pourquoi les milieux de Garrigue? Eh bien parce que ça représente un hotspot de biodiversité. Par exemple,
ils abritent 10% de la richesse spécifique florale mondiale. Ils abritent les 3/4 des espèces d'insectes présents en Europe. Et deuxième point intéressant, c'est que cette biodiversité, elle est très liée, dans ce cas, à une forte hétérogénéité. Donc quand je parle d'hétérogénéité, dans les milieux méditerranéens, ils sont organisés en une mosaïque paysagère qui est hétérogène, et on va chercher à décortiquer cette hétérogénéité par rapport à 4 strates de végétation, qui sont les lignes bas, les lignes hauts, l'herbe et le sol nu. Et alors pourquoi ces strates? Eh bien parce qu'ils sont marqueurs de la dynamique des milieux, marqueurs de l'état de conservation des milieux. Ici, quelques exemples de la diversité de structures spatiales qu'on peut rencontrer dans les milieux de garrigues, avec des images aériennes ici à 50 cm de résolution en infrarouge couleur. On peut voir qu'il y a des milieux ouverts avec différents degrés de densité de buissons, des milieux avec d'autres structures, des milieux très fragmentés qui sont marqueurs d'une colonisation en cours par des buissons, et des structures plus agrégées qui sont marqueurs d'une colonisation déjà établie, et des stades plus fermés avec des tapis de buissons ou des stades forestiers plus avancés. Donc une mosaïque hétérogène avec une diversité de structures, et ce à une échelle spatiale très fine. Et donc ce paysage, l'origine de la biodiversité de ces paysages, eh bien, elle est humaine. Avant l'arrivée des humains, il y a des millions d'années, en Méditerranée, on observait des paysages homogènes de forêt. Et puis par de l'exploitation forestière, par des coupes et des incendies, les milieux se sont ouverts avec des milieux de pelouse qui sont entretenus par des activités de pâturage ou d'écobuage. Mais si ces activités déclinent, eh bien, on va progressivement vers un enfrichement, d'abord des buissons bas, puis de plus en plus haut, avec possibilité d'une intervention humaine pour retourner vers des milieux ouverts, mais sans intervention, on retourne progressivement vers des milieux de plus en plus fermés et des forêts. Donc, un milieu très hétérogène spatialement, mais aussi dans le temps, ce qu'on appelle une mosaïque en mouvement, qui est façonnée par les activités humaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas, la biodiversité a coévolué avec ces activités humaines au cours du temps. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a une diminution des activités de pastoralisme, une diminution de l'exploitation forestière, et sur des paysages qui étaient très hétérogènes avant. Donc, par exemple, ici, c'est une photo au nord de Montpellier, on voit un paysage hétérogène. Et bien maintenant, on voit que les milieux se sont fermés, homogénéisés. Donc l'hétérogénéité spatiale, dans le cas des milieux méditerranéens, eh bien, elle est au cœur de multiples enjeux. On l'a vu, la conservation de la biodiversité, mais pas seulement. Également pour la gestion des incendies, pour des questions de pastoralisme, mais aussi par rapport à des notions de patrimoine culturel, de la notion d'esthétisme du paysage, de l'architecture. Donc, la caractérisation de l'hétérogénéité spatiale liée à 4 strates à une échelle fine, elle est cruciale pour comprendre ces enjeux. Donc si on s'intéresse à ces enjeux écologiques, par ailleurs, on est dans un contexte où les données d'observation de la Terre sont de plus en plus avec une disponibilité croissante, avec des résolutions spatiales qui sont de plus en plus fines, donc intéressantes pour caractériser à une échelle fine l'hétérogénéité. Elles permettent d'avoir des acquisitions objectives et répétées dans le temps, donc idéal pour un suivi opérationnel de la biodiversité. Et donc la problématique centrale de la thèse, elle est de comprendre comment les données d'observation de la Terre peuvent contribuer à la caractérisation de l'hétérogénéité spatiale. Et donc cette problématique centrale, elle pose également des questions méthodologiques liées au type de capteurs qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des images aéroportées, des images satellites? Quelle est la résolution spatiale? Quel type d'information radiométrique va falloir utiliser? Et avec quelle méthode? Donc dans les parties suivantes, je vais vous décrire les différentes méthodes qui existent pour caractériser l'hétérogénéité spatiale. Puis je vais m'attarder sur celle qui a été retenue dans cette thèse. Alors, tout d'abord, pour caractériser l'hétérogénéité spatiale avec la télédétection, une première approche, c'est de faire des mesures qualitatives. C'est-à-dire, en fait, de définir a priori des classes d'hétérogénéité, par exemple des densités de buissons, de prendre une image, d'échantillonner ces classes dans l'image et par un processus de classification, obtenir des classes de structure de ces images. Donc si on prend un exemple ici avec une image aérienne à 50 cm de résolution, où on voit bien les strates individuelles dans cette image, eh bien le principe serait de définir des zones de structure, donc par exemple des zones avec des buissons peu denses, des zones plus denses,
des zones qui sont très denses. Et donc comme on cherche à définir non pas les strates individuelles mais des ensembles, des classes de structures, il est possible d'utiliser des images avec une plus faible résolution spatiale, par exemple ici une image Spot 6 à 6 mètres de résolution, et donc d'obtenir à la fin une carte de ces différentes classes de structures. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet l'utilisation de données métriques. On n'est pas obligé de caractériser chaque individu dans l'espace. Et le problème, c'est qu'il y a une certaine subjectivité dans la définition des classes. À partir de quel seuil on considère qu'une zone est dense ou très dense? Comment délimiter ces zones? Et puis, on a seulement une mesure qualitative de l'hétérogénéité de par seulement un certain nombre limité de classes discrètes. D'autres études, pour pallier à ces limites, mesurent quantitativement l'hétérogénéité en tirant profit de données à très haute résolution spatiale. Donc ici, on s'intéresse directement à chaque strate de végétation, et de la même manière, dans l'image, on échantillonne ces strates pour obtenir une carte de ces strates de végétation, et à partir de cette carte, on peut caractériser l'hétérogénéité. Donc sur ce même exemple, cette fois-ci, le principe est donc d'obtenir une carte de ces différentes strates, et pour un voisinage donné, de caractériser l'hétérogénéité spatiale. Et donc, on peut le faire grâce à des métriques paysagères issues de l'écologie du paysage et qui sont classiquement utilisées pour faire le lien entre justement l'hétérogénéité spatiale et les différents processus. Donc des informations à la fois liées à la composition ou bien l'organisation spatiale des strates. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle est très utilisée, elle est facile à implémenter puisqu'il existe de nombreux logiciels pour implémenter ces métriques, et surtout elle est facile à interpréter. C'est-à-dire que quand on calcule une densité de buisson, une densité d'information qui est directement intelligible. En revanche, les métriques qui sont calculées sont très sensibles à la méthode de classification qui est choisie. Si on choisit une méthode orientée pixel, une méthode orientée objet, selon l'algorithme de segmentation qu'on va utiliser, eh bien ça va entraîner une certaine variabilité dans ces métriques paysagères, dans la caractérisation de l'hétérogénéité spatiale. Et donc pour le suivi de l'hétérogénéité à long terme, eh bien, ça peut poser quelques problèmes. Donc un dernier type d'approche, du coup, cherche à éviter cette discrétisation de l'image et donc utilise directement l'image brute en calculant les indices de texture qui sont comme proxy de l'hétérogénéité. Cette fois-ci, le principe, c'est donc de prendre une image à très haute résolution spatiale et sur un voisinage donné, de calculer des indices de texture. Donc c'est l'alternance de motifs dans une image. Est-ce qu'on a une texture plus ou moins fine, avec des motifs qui se répètent beaucoup, ou plus ou moins grossière? L'avantage de cette méthode, eh bien, c'est qu'elle n'est pas sensible au processus de classification, puisqu'il n'y en a pas. En revanche, le problème, c'est que ces métriques ne sont pas toujours faciles à interpréter. Qu'est-ce que signifie une finesse, une rugosité, concrètement en termes de densité de buisson, concrètement en termes d'agrégation d'une strate herbacée. Donc, dans cette thèse, on a utilisé ce genre d'approche de par le fait qu'elle n'est pas sensible à la classification, donc intéressante pour un suivi opérationnel. Mais quels indices de texture utiliser? Et bien pour ça, on a plusieurs critères. D'abord, un critère, il faut que ces indices soient pertinents. Est-ce qu'ils rendent bien compte de l'hétérogénéité des milieux guerriers? Il faut que ces indices soient produits de manière non supervisée, dans un objectif de réplicabilité. Il faut que ces indices respectent un principe de parcimonie, qu'ils soient peu nombreux et complémentaires pour faciliter le diagnostic de l'hétérogénéité. Et enfin, il faut que ces indices puissent être interprétables par des non-experts pour pouvoir être utilisés pour de la gestion. Donc il existe plusieurs indices, des indices d'Aralik, des variogrammes, des indices de lacunarité, des filtres de Gabor, Anglet, des transformés de Fourier. Il existe une multitude de méthodes qui caractérisent de nombreux aspects complémentaires de la texture. Et donc il n'est pas forcément facile de faire un choix parmi tous ces indices. Donc ce que font certaines études, c'est à partir d'une couche d'informations, de faire ces analyses de texture, puis d'opérer à une réduction de dimensionnalité pour obtenir que peu d'indices complémentaires. Et donc un cas particulier est la combinaison d'une transformée de Fourier avec une analyse en composante principale, qui est la méthode photo. Cette méthode elle a été publiée en 2006 par Pierre Coutron et collaborateurs, et donc elle est particulièrement intéressante parce qu'elle produit de manière non supervisée seulement 2 ou 3 indices de texture qui sont non corrélés et donc complémentaires
et qui sont reliés à des gradients de rugosité. Un gradient de rugosité, ça veut dire qu'on est capable de différencier l'image par rapport à la finesse du motif. Ici, à des motifs fins, donc des petits éléments qui se répètent à une fréquence élevée, et ici, des éléments un peu plus gros qui se répètent de manière plus faible, avec une fréquence plus faible. Donc maintenant, je vais vous décrire un peu le principe de cette méthode, un peu plus en détail. Le principe est donc de prendre une couche d'informations brute, par exemple le NDVI, Normalized Differential Vegetation Index, et donc on choisit car il permet une meilleure séparation des strates de végétation, de considérer un voisinage et de calculer un spectre de fréquence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un spectre de fréquence? Eh bien, si on considère des motifs liés à l'alternance de lignes bas et de strates herbacées, dans notre couche d'information, le NDVI, eh bien, on va avoir des valeurs de NDVI plus fortes pour des buissons et plus faibles pour la strate herbacée. Et ce que fait la décomposition fréquentielle, eh bien, c'est de considérer ce signal comme une somme élémentaire de différentes fréquences spatiales. Des fréquences donc, qui sont associées aux fréquences basses à des motifs grossiers, des motifs qui se répètent peu, et des fréquences élevées par rapport à des motifs qui se répètent beaucoup. Donc on décompose le signal d'origine en toutes ces fréquences élémentaires et on peut calculer la part de variance qui est expliquée dans le signal d'origine. Et donc on passe du signal de la couche d'information initiale spatialisée au domaine fréquentiel où on a la part de variance pour chaque fréquence dans le signal d'origine. Ici, ce serait des basses fréquences liées à ce motif de buisson qui se répète. Donc sur notre exemple de tout à l'heure, eh bien, pour des motifs fins, on aurait un spectre de fréquence avec une réponse plus grande pour des fréquences élevées, des motifs qui se répètent beaucoup. Pour des motifs plus grossiers, une réponse fréquentielle liée à des fréquences qui sont plus basses. À ce moment de la méthode, chaque fenêtre est décrite, on a extrait de l'information pour chacune de ces fenêtres, mais il y a un nombre de variables qui est très important pour décrire chacune de ces fenêtres et des fréquences qui sont très corrélées entre elles. Donc le principe suivant est de réaliser une analyse en composantes principales, c'est-à-dire de résumer l'information de ces spectres en seulement 2 ou 3 indices qui sont complémentaires. Et donc, dans le cas de l'étude de Coutreau et collaborateurs de 2006, eh bien, la valeur des fenêtres pour chacun des 2 premiers indices de texture permet de séparer les fenêtres le long d'un gradient de rugosité. C'est-à-dire qu'on est capable de différencier selon la finesse ici des textures grossières et de plus en plus fines les fenêtres. Et donc, c'est cette méthode qu'on va utiliser et je vais vous présenter dans un premier temps les résultats qui ont été obtenus par rapport au test de l'approche. Est-ce que cette méthode elle est pertinente pour caractériser les milieux méditerranéens? Donc cette méthode elle a été appliquée sur un site d'étude qui est à 30 km à l'ouest de Montpellier, les montagnes de l'Amour et Côte de Melas, qui présente la particularité d'être le plus grand site de garrigue ininterrompu dans le département de l'Hérault. Donc on a utilisé des images aériennes de la BD Ortho ERC acquises en juin 2012 pour une résolution spatiale de 50 cm et pour une zone test restreinte de 3 km par 3 km. Donc ce qu'on cherche à savoir, c'est d'une part, est-ce qu'on peut retrouver ce gradient de rugosité? Donc ce que je disais, est-ce qu'on peut séparer les fenêtres par rapport à leur texture, des textures grossières et fines par ailleurs. Donc pour ce faire, on a pris une couche d'information, la NDVI, pour un voisinage donné, on calcule les spectres de fréquence, puis les indices de texture, et on regarde si on retrouve bien ce gradient de rugosité. Par ailleurs, on cherche à comprendre quelle est la relation entre ces indices de texture et des métriques paysagères, pour essayer de comprendre le lien qu'il y a entre ces indices de texture et vraiment l'hétérogénéité spatiale. Donc pour ce faire, on prend la même couche d'information, on réalise une carte de végétation, et sur cette carte de végétation, on calcule les fameuses métriques paysagères pour essayer d'interpréter nos indices. Donc là, des métriques qui sont liées à la fois à la composition du paysage, donc qui renseignent sur la proportion relative des différentes strates, et qui renseignent à la fois sur la configuration, c'est-à-dire l'organisation spatiale dans l'espace. Donc ici, par exemple, le Landscape Shape Index, qui est un indicateur de la fragmentation des strates. Donc pour tester la relation, on a fait des modèles de régression où on essaie de prédire
et d'expliquer la valeur de certaines métriques avec nos indices de texture. Et une fois qu'on a trouvé s'il y avait des liens ou non entre nos indices de texture et les métriques, eh bien on cherche à interpréter très concrètement que veulent dire ces indices en termes d'hétérogénéité spatiale. Donc la première question est, est-ce qu'on peut retrouver des gradients de rugosité, des motifs grossiers vers des motifs fins? Donc ici, on voit les corrélations entre les premières composantes et les fréquences spatiales. On voit ici des fréquences spatiales faibles et progressivement un gradient continu vers des fréquences de plus en plus élevées. Donc on est capable de retrouver sur les milieux méditerranéens des gradients de rugosité continus. Et si on regarde la valeur si on affiche ces fenêtres dans le plan factoriel, on voit que pour le premier axe, il y a bien une opposition entre des fenêtres avec des basses fréquences, des motifs grossiers, et vers des fenêtres avec des motifs de plus en plus fins, liés à des motifs interstrates. Le deuxième axe, lui, il est lié à la dominance de très haute fréquence, des motifs qui sont encore plus fins, et cette fois-ci, ces motifs sont liés visiblement à la canopée de la forêt. Donc une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on voit qu'il y a des fenêtres qui ont les mêmes attributs fréquentiels, mais qui n'ont visiblement pas la même hétérogénéité spatiale. Et donc, pour essayer de différencier ces fenêtres, on a rajouté une troisième variable, qui est le NDVI moyen, pour que ces fenêtres qui ont les mêmes indices de texture puissent être différenciées grâce à ce nouvel indice. Donc la deuxième question était de savoir si on pouvait interpréter ces axes et le NDVI en termes d'hétérogénéité de la végétation. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que le premier axe est relié à la fragmentation. Pour une plage de NDVI donnée, on a une opposition entre les structures fragmentées, ici des lignes bas qui sont des structures agrégées, des lignes bas très agrégées, vers des lignes bas qui sont de plus en plus fragmentées. Donc il y a un lien explicite entre la texture et la fragmentation. Et on retrouve ce lien avec la fragmentation pour différentes strates, mais pour des plages de NDVI qui sont différentes. Donc ici, cette fois-ci, c'est la strate herbacée qui est agrégée et de plus en plus désagrégée. Donc, un premier axe lié à la fragmentation, et le NDVI moyen, en apportant une information sur la dominance de la strate, permet de différencier des gradients de fragmentation pour chaque strate. Le deuxième axe, quant à lui, est relié à la dominance de ligne haut. C'est-à-dire que les fenêtres qui présentent des scores élevés sur cet axe-là sont liées à des très hautes fréquences. Et on voit ici, c'est l'alternance de motifs très fins liés à la canopée. Donc maintenant qu'on a interprété ces différents axes en termes d'hétérogénéité, on peut associer ces trois valeurs, on peut leur donner une couleur. Par exemple, en attribuant une valeur plus ou moins forte de vert pour des valeurs de NDVI, plus ou moins rouge pour des valeurs fortes de l'axe 1 et des valeurs bleues pour l'axe de ligne haut. Et donc, grâce à cette couleur unique pour trois valeurs d'indice, on peut spatialiser ces résultats et obtenir une carte d'hétérogénéité spatiale. Et donc, qui est interprétable de par les couleurs. Ici, on a vu que le rouge était lié à l'axe 1. Donc, plus on a des fenêtres rouges, plus ça veut dire qu'on a une fragmentation élevée. Donc ici, on a en bas de la carte, on a des valeurs à la fois rouges et oranges qui témoignent d'une fragmentation. Et la différence entre orange et rouge, ça signifie des différences liées à une fragmentation liée à différentes strates. Donc on voit qu'on peut spatialiser et interpréter directement ces indices d'hétérogénéité. Donc notre question était de savoir si l'approche retenue permettait de caractériser une hétérogénéité spatiale par rapport à nos quatre strates et à une échelle fine. Eh bien, on a vu que cette méthode, pour les milieux méditerranéens, produit bien deux indices de rugosité continue, que effectivement rajouter le NDVI permettait une meilleure interprétation de l'hétérogénéité spatiale, et que ces trois indices, en étant reliés à la composition et à l'organisation de quatre strates d'intérêt, permettent d'analyser l'hétérogénéité spatiale, et notamment via les cartes d'hétérogénéité qui sont directement interprétables. Donc on a testé cette approche sur une zone restreinte, avec un type de données, et maintenant il s'agirait, dans le cadre d'un suivi opérationnel, de tester la généricité de cette approche. Donc je vais vous présenter les résultats liés à ce test. Donc quand je parle de test de généricité, de quoi parle-t-on? Eh bien il s'agit encore une fois de vérifier si on trouve pour d'autres types de données des gradients de rugosité continue, c'est-à-dire une opposition de basse fréquence et progressivement vers des très hautes fréquences, vers un axe double qui est lié à la dominance de haute fréquence.
Mais surtout, est-ce que la relation entre ces gradients de rugosité et l'hétérogénéité est stable? Donc c'est-à-dire, très concrètement, est-ce qu'on a un axe lié à la fragmentation, un axe lié à la dominance de les niveaux, et un axe lié à la composition majoritaire. Donc par rapport à quels facteurs? Eh bien tout d'abord par rapport à des facteurs environnementaux. Jusqu'à présent on a étudié la méthode sur une zone restreinte. Il s'agirait de vérifier sur l'ensemble du site d'étude si la relation qu'on a trouvée est stable et si sur d'autres milieux méditerranéens cette méthode fonctionne également. Et également par rapport à des facteurs techniques. On s'intéresse à l'usage des données satellites, puisqu'elles permettent des acquisitions à large échelle et un meilleur contrôle des dates d'acquisition. Et donc, ce qui pose des questions liées à l'influence de la résolution spatiale, est-ce que ça influe notre relation, et l'influence de l'information radiométrique qui est utilisée. Dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter les résultats qui sont liés à l'influence de l'information radiométrique. Donc, quelles données pour tester l'influence de l'information radiométrique? Eh bien, on a réutilisé, comme c'est notre référence, la vidéo ortho IRC à 50 cm de résolution pour le NDVI. Et jusqu'à présent, on avait utilisé des images de juin 2012. Cette fois-ci, on utilise des images de juin 2015. Donc, la première étape a été de vérifier la stabilité des relations qu'on a trouvées entre les deux dates. Donc, on s'est assuré que c'était bien. Ensuite, on cherche à tester l'usage des images satellites. Donc il fallait des données satellites qui soient similaires à la vidéo ortho IRC. On a sélectionné donc des images Pléiades qui ont aussi des images à 50 cm de résolution, mais pour une information panchromatique. Et donc c'est ce qu'on va tester ici, c'est la différence de nos gradients de rugosité issus de la formation de NDVI avec l'information panchromatique. Donc cette image a été acquise en septembre 2016, et donc l'hypothèse qu'on formule est que l'état de la végétation est stable entre ces deux dates. Cette fois-ci, on a testé la méthode sur l'ensemble d'un site d'études, l'ensemble de notre site d'études des montagnes d'Amour et Causse de Melas. Et donc, pour rappel, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on retrouve d'une part nos gradients de rugosité continue et est-ce qu'ils sont reliés à l'hétérogénéité de la même manière? Alors, première question, est-ce qu'on a bien ces gradients de rugosité? Réponse. Eh bien, dans les deux cas, à la fois pour la BD ortho et NDVI, on a bien cette opposition basse fréquence, c'est-à-dire des fréquences de plus en plus élevées, et de manière similaire pour les images panchromatiques de Pléiades, ce même gradient. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'une fenêtre qui, par exemple, a un score faible pour l'axe 1, va présenter une texture grossière. En revanche, rien ne nous dit que cette texture grossière est reliée dans les deux cas à la même hétérogénéité. Et donc c'est ce qu'on va tâcher de vérifier. Donc pour ce faire, on a regardé la corrélation sur le premier axe entre des données issues des images aéroportées et issues de l'image satellite. Bien, on voit qu'on a une corrélation de 0,6. Donc a priori, ça veut dire que le premier axe de fragmentation qu'on trouve dans les images aéroportées, eh bien, on le retrouve dans une certaine mesure avec les images satellites. En revanche, pour l'axe 2, on voit qu'il n'y a absolument pas de corrélation, ce qui veut dire que les textures très fines des fenêtres ne sont pas associées à la même hétérogénéité. Maintenant, on va essayer de mieux interpréter l'origine de ces variabilités, l'origine de ces changements de texture. Donc pour ce faire, on regarde la texture dominante dans une fenêtre et les corrélations entre les deux sources de données. Et donc, ce qu'on peut voir de part, c'est qu'il y a un certain nombre de fenêtres qui présentent la même texture dominante, mais surtout de nombreuses fenêtres où il y a des textures dominantes qui sont différentes selon le capteur utilisé. On peut trouver par exemple des textures qui sont fines dans les images aéroportées, mais très fines pour le satellite, et inversement. Des textures qui sont grossières pour les images aéroportées et intermédiaires pour les images satellites, et inversement. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces types de changements de texture sont associés à une structure particulière ou non? Donc pour répondre à cette question, on a pris notre pool d'informations liées au NDVI, on a calculé une carte de végétation, on a calculé les métriques paysagères, et donc par exemple, ici, si on regarde le pourcentage de lignes bas, donc c'est un histogramme de toutes les fenêtres qui sont présentes ici, eh bien on va regarder si pour une zone particulière, ces valeurs changent. Et donc c'est le cas.
on voit ici que par exemple, pour ce groupe de fenêtres, elles sont globalement, ce sont des fenêtres avec un pourcentage élevé de lignes bas. Donc si on regarde un petit peu plus dans le détail, eh bien, on a dans les images aéroportées une texture fine liée à l'alternance d'un tapis de buisson avec quelques trous dedans. Mais par contre, une texture très fine liée dans l'image chromatique à l'émergence d'une texture très fine qui n'était pas visible avec le NDVI des images aéroportées. Comme cette fois-ci, les changements de texture qu'on observe sont liés à la dominance de lignes bas. De manière similaire, on regarde les changements de texture très fine vers des textures fines, eh bien, on se rend compte que cette fois-ci, c'est lié à la dominance de lignes haut, c'est-à-dire qu'on avait une texture très fine liée à, je le rappelle, au grain de la canopée, et cette fois-ci, de par l'apparition d'ombre dans les images panchromatiques, la texture est plus grossière, donc on observe une variabilité. Et enfin, si on analyse les changements des textures, par exemple, grossières vers les capteurs aéroportés et intermédiaires vers le satellite, eh bien, on voit que cette fois-ci, il y a une alternance de strates liée à la fragmentation. Et donc, dans un cas, on a une fragmentation visible liée à l'alternance de ligne bas et de la strate sol nu plus herbe. Et donc, dans l'information panchromatique, de par l'émergence de motifs visibles entre l'herbe et le sol nu, on a une texture plus fine qui est caractérisée. Donc cette fois-ci, les changements observés de texture sont bien liés à la fragmentation, mais pas nécessairement liés aux mêmes strates. Donc on a bien des changements qui sont liés à des dominances de strates, avec des textures fines qui sont liées aux lignes bas dans le cas des images panchromatiques, et liées aux lignes hauts dans le cas des images NDVI aéroportées. Et dans le cas des textures grossières et intermédiaires, elles sont bien liées à la fragmentation, mais pas nécessairement aux mêmes strates de végétation. Donc si je résume un petit peu cette partie, on va tester la stabilité du NDVI, et on a vu qu'il est lié à la composition, à la fois pour le NDVI d'images aéroportées et à la fois pour le panchromatique à 50 cm de résolution. On a un axe de fragmentation qui est assez stable, mais pour lesquels on ne va pas forcément caractériser la fragmentation liée aux mêmes strates. Et un deuxième axe qui est lié à une texture différente et une hétérogénéité différente dans les deux cas. Il y a dominance de lignes dans un cas et la dominance de lignes bas dans l'autre. Donc ici on a testé l'influence d'un paramètre. Et maintenant il s'agirait de valider l'approche retenue, valider ces indicateurs de l'hétérogénéité. Parce que, je le rappelle, l'hétérogénéité spatiale, c'est seulement une porte d'entrée vers la compréhension et la caractérisation d'enjeux autour des milieux méditerranéens. Donc, je vais vous montrer un cas d'application lié à la conservation de la biodiversité, et notamment lié à l'étude de la distribution spatiale d'espèces d'oiseaux qui sont sensibles à l'hétérogénéité de la végétation. Donc ici, on avait fait une étude par rapport à 4 espèces, l'alouette lulu, la fauvette pitchou, le brun ortelan et la pipite rousseline. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous montrer les résultats liés à l'alouette lulu. Donc, cette partie a fait l'objet d'une collaboration avec le CEF, Aurélien Bénard, avec l'UMR Dinafort, avec Lélia Serrani, et le Conservatoire des espaces naturels, avec notamment Alexis Rondeau. Conservateurs des espaces naturels qui ont fait une campagne de points d'écoute pendant la période de reproduction, donc de mars à juin 2012, où ils ont relevé la présence et l'absence de l'alouette lulu sur le COS d'Aumelade. Donc une question qu'on se pose, c'est est-ce que nos indicateurs d'hétérogénéité permettent d'expliquer la présence ou l'absence de ces oiseaux? Et donc est-ce que nos indices sont pertinents pour la distribution spatiale de ces oiseaux? Pour répondre à ces questions, on a calculé nos indices de texture de NDVI moyen sur un buffer de 400 mètres autour des points d'écoute. Et puis on a moyenné la valeur de fenêtre de 100 mètres autour de ce buffer. D'autre part, on a calculé la proportion à la fois de sol nu plus herbe, des buissons et des lignes hauts. Et on a cherché à étudier le lien entre ces deux jeux d'indices et notre présence d'oiseaux. Donc on a réalisé des modèles additifs généralisés pour essayer d'expliquer ou prédire la distribution spatiale de ces oiseaux dans un cas et dans l'autre. Et l'objectif, c'est d'essayer de comparer ces deux approches pour essayer de comprendre la plus-value de nos indices d'hétérogénéité par rapport à la simple proportion d'hétérogénéité de composition des strates.
Donc ici, les résultats de l'interprétation écologique des modèles qui utilisent la proportion des strates. Eh bien, on voit que la probabilité de présence de label LULU augmente avec la proportion de sol nul plus herbe jusqu'à se stabiliser vers 40% de sol nul plus herbe. En revanche, elle diminue pour des pourcentages de linéaux qui augmentent. Ça, c'est ce qui nous permet d'interpréter les modèles utilisant les strates de végétation. Et pour les modèles utilisant les données de texture, eh bien, l'alouette LULU, la probabilité de présence de l'alouette LULU augmente avec le gradient de fragmentation pour des valeurs de NDVI faibles. En revanche, on voit que pour la probabilité de présence qui augmente, en fonction du deuxième axe et du NDVI, il y a peu d'informations qui est exploitable. Mais ici, on a vraiment une compréhension liée à l'organisation, une probabilité de présence qui augmente avec la fragmentation. Et si on regarde la spatialisation, la prédiction spatiale de ces espaces, de ces espèces, donc ici avec des probabilités de présence qui sont de plus en plus fortes qu'on a des valeurs rouges, on voit qu'effectivement les deux modèles prédisent certaines zones de la même manière similaire, des probabilités de présence intermédiaires. Et par contre, la plus-value de nos indices de texture plus NDVI, c'est qu'il permet de prédire avec une plus grande probabilité de présence certaines zones, et donc qui sont a priori, on l'a vu par rapport à l'interprétation écologique des modèles, associées à des milieux très fragmentés. Et si on vérifie ces zones, et bien effectivement le modèle prédit des fortes présences pour des zones très hétérogènes avec une forte fragmentation de lignes bas. Donc si je fais le bilan de cette approche, on a bien vérifié que nos indicateurs d'hétérogénéité peuvent prédire la présence d'espèces d'oiseaux et qu'il y a un apport de ces indices par rapport à la simple proportion, puisqu'ils permettent une meilleure interprétation des exigences écologiques avec des habitats prédits liés à une très forte hétérogénéité. Et donc on souligne ici l'importance de l'hétérogénéité de configuration. Donc maintenant je vais vous présenter un peu la synthèse de ces résultats, quelques éléments de discussion mais aussi de perspectives associés à ces travaux. Donc dans une première partie, on a testé l'approche sur une zone restreinte avec des images aéroportées à 50 cm de résolution. Ensuite, on a testé la diversité par rapport à l'information radiométrique et ensuite, on a validé la pertinence de ces indices pour la prédiction des espèces d'oiseaux. Donc, ces travaux qui ont été présentés dans le cadre de cette présentation ont fait l'objet de plusieurs valorisations, des publications, des communications à des colloques internationaux, mais également des travaux de vulgarisation. Donc, dans les travaux que je vous ai présentés, dans la première partie, on a interprété nos gradients de rugosité, à la fois en termes de composition, de fragmentation et de dominance de l'union. Et donc, cette méthode, on a vérifié qu'elle produisait des indices qui sont peu nombreux, avec une information complémentaire, qui sont pertinents pour la caractérisation de la végétation, et en plus qui sont produits de manière non supervisée, et surtout, le réel apport de ces travaux, c'est d'avoir une interprétation en termes d'hétérogénéité de ces indices. Lorsqu'on a testé la généricité, on a vérifié que ces axes, la stabilité du lien entre hétérogénéité et gradient de texture, donc on a vu que le lien de fragmentation était stable, mais pas forcément pour les mêmes strates, avec un axe 2 lié à la dominance de différents strates, et donc qui suggère une complémentarité des sources de données. Par ailleurs, ici, je vous ai montré les résultats liés au test de l'information radiométrique, les résultats qui étaient les plus complexes et intéressants à utiliser, mais d'autres travaux de thèse ont permis de mettre en évidence que la relation restait stable pour une résolution de 2 mètres en utilisant une couche d'information de NDVI. Et on a testé l'apport du pan sharpening entre du NDVI à 2 mètres et du pan chromatique, et on a vu qu'il y avait un apport de ce pan sharpening. Donc maintenant, quelques éléments de discussion liés à cette partie. Et bien, lorsqu'on a étudié la généricité de ces gradients, on s'est rendu compte que le contraste dans l'image des strates influençait de fait les indices de texture. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le contraste. Tout d'abord, il y a la formation radiométrique, et c'est ce qu'on a vérifié, la complémentarité entre le NDVI et le pan chromatique, mais il s'agirait de vérifier pour d'autres informations radiométriques, par exemple la bande infrarouge, la bande rouge, pour essayer de mieux comprendre quelles sont les synergies entre différentes sources de données, quelles sont les complémentarités possibles. Un autre facteur qui va influencer le contraste des strates,
est la phénologie. C'est-à-dire qu'ici, dans le cadre des images aériennes, on a utilisé des images acquises en juin, où l'herbe est déjà sèche, et donc avec une réponse à une UVI très faible, et donc un contraste apparemment très fort. Mais si les images étaient acquises à une autre saison, par exemple au début du printemps, eh bien ce contraste pourrait diminuer, pourrait changer, et donc changer la valeur de ces indices de texture. Donc il faudrait, de la même manière que pour tester différentes informations radiométriques, tester l'influence de la phénologie sur la stabilité de ce lien. Et pourquoi tester finalement la généricité à différents facteurs? Eh bien, parce que ça nous permettrait de comprendre les synergies entre les différents types de capteurs, et donc de calculer les indices pour différents types de données, ou bien à différentes saisons, ou bien pour différentes informations radiométriques, et de les combiner ensuite dans une deuxième ACP qui tire parti de la complémentarité de ces données pour une meilleure caractérisation des hétérogénéité spatiale. En revanche, il faudrait dès lors interpréter de nouveau ces indices de texture de manière concrète en termes d'hétérogénéité. Pourquoi tester cette généricité? Également pour des questions de suivi à large échelle. Dans le cas de suivi à large échelle, on nécessite plusieurs acquisitions d'images qui sont potentiellement différentes, avec des caractéristiques techniques différentes. Donc il s'agit de bien comprendre quelle est l'influence de ces différents facteurs pour pouvoir faire un suivi à large échelle. Sachant qu'il y a déjà quelques études qui montrent qu'il est possible d'atténuer la variabilité liée aux conditions d'illumination, dans le cas où il y a une surface commune entre deux images. Donc ici, c'était quelques perspectives liées à la généricité. Et maintenant, lorsqu'on a cherché à vérifier, à valider notre approche, on a vu qu'il y avait une prédiction possible des espèces d'oiseaux, qu'il y avait une information supplémentaire dans la texture plus l'NDVI par rapport à la simple proportion des strates, et qu'on a souligné l'importance de la configuration. Donc maintenant, quelques éléments de perspective liés à ces travaux. Donc pour la prédiction et la caractérisation de la bifaune, ici on a utilisé une échelle spatiale unique de 400 mètres, mais en fait il serait intéressant de comparer différentes échelles, puisque les espèces, différentes espèces peuvent dépendre d'échelles spatiales qui sont différentes. De plus, selon si on est dans des dynamiques de colonisation et d'extinction, ce ne sont pas les mêmes échelles qui vont influencer la présence de ces espèces d'oiseaux. Donc il s'agirait de calculer différentes fenêtres pour essayer de mieux comprendre la présence ou l'absence d'oiseaux. Par ailleurs, ici, on s'est intéressé à un niveau écologique lié à l'espèce, mais il serait intéressant de tester d'autres niveaux écologiques, par exemple les populations au sein du paysage, et de comprendre si l'hétérogénéité permet de caractériser les différentes populations et les flux qui existent entre elles. Ou également de travailler sur des assemblages d'espèces dans le paysage. Ici, on s'est intéressé à la caractérisation de la bifaune, mais il y a de multiples enjeux dans les milieux méditerranéens. Et une autre perspective d'application de ces travaux serait la conservation des habitats naturels. Une approche qui est classiquement utilisée lorsqu'on cherche à cartographier et à gérer ces habitats, eh c'est de définir une typologie qui est utile pour des besoins de gestion, une typologie qui est définie de manière ad hoc, d'échantillonner cette typologie dans une image, puis de faire la cartographie de ces habitats, mais sans vraiment tenir compte de la nature de l'information qui est présente dans l'image et qui potentiellement peut y avoir un problème d'adéquation. Et donc je pense que ce qui est intéressant dans cette travaux de test, c'est de montrer que on pourrait aller au-delà de cette classification avec une typologie ad hoc et de travailler directement sur les données brutes en produisant de manière non supervisée, comme on l'a vu, des gradients qui sont pertinents, puisqu'ils sont reliés à l'hétérogénéité, et de faire le lien, non pas le lien a posteriori entre différents habitats. C'est-à-dire que là, on a une information qui est utile pour des interprétations écologiques, mais pour des besoins de gestion, repasser vers des habitats naturels, par exemple en utilisant une classification non supervisée des valeurs de ces indices, et de rebasculer vers une typologie d'intérêt. L'avantage de cette approche, c'est qu'on passerait d'un gradient calculé de manière automatique et stable, et de le transposer vers différentes typologies selon le besoin. Je trouve que cet aspect de travailler sur les données brutes, finalement, il est particulièrement intéressant, puisque l'approche de cette aide est finalement assez simple, c'est de prendre une couche d'informations brutes, de réaliser une analyse de texture,
puis d'opérer une réduction de dimensionnalité. Dans ce cas, c'était une transformée Fourier avec une analyse composante principale, mais ce pourrait être d'autres analyses de texture ou d'autres types de réduction de dimensionnalité. Et je pense que ce qui est crucial, avant même des choix méthodologiques, c'est de bien comprendre la nature de l'information qu'on extrait dans les images, c'est bien comprendre ce qu'elles peuvent nous donner, ici des gradients de luminosité. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de faire le lien avec une thématique d'intérêt, d'étudier le lien entre ces données brutes, ici l'hétérogénéité spatiale, et on a montré la stabilité de ce lien avec de la composition et de la configuration par rapport à 4 strates. Et de bien étudier la stabilité de ce lien. Donc ces travaux de thèse ont permis de mettre en avant que la très haute résolution spatiale permet de caractériser et de comprendre l'hétérogénéité spatiale du milieu naturel complexe. Et donc, que c'est un type de données qui est pertinent pour le suivi de la biodiversité et ce à multiples échelles. Et surtout, ces travaux montrent la possibilité de faire de manière automatique des développements d'indices qui sont opérationnels, on l'a vu pour l'application à de la vie faune, mais de manière plus générale aux enjeux autour de la conservation et la gestion des milieux naturels. Et donc ma présentation se termine ici et je vous remercie de votre attention.